fin du 18e, mais avant les Lumières, il y avait quand même toute une réflexion sur d'où vient la richesse. Et la richesse, c'était à l'époque, la richesse vient de la terre. Hein, on avait ce début de ce courant philosophique et économique des physiocrates. Donc, Société de l'agriculture, d'abord la Généralité de Paris, devenue Société royale, société d'hommes libres, parce qu'au moment de la Révolution, oui, il fallait plus s'appeler royal surtout. Elle est redevenue royale et centrale, puis impériale et centrale, puis Société nationale et centrale, et enfin de 1915, des lettres d'Académie d'agriculture de France. Bon, une histoire qui est quand même bien ancrée. L'Académie d'agriculture de France, depuis 1878, le président de la République et son protecteur, et le ministre chargé de l'agriculture, son président d'honneur. Donc on a bien sûr vis-à-vis de notre ministère beaucoup de liens, et le fait que ce soit le ministre chargé de l'agriculture et qu'on soit le président d'honneur en dit beaucoup sur nos rapports. On verra qu'on n'est pas non plus qu'agriculture, on y reviendra, et alimentation, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais aussi environnement. Alors on se pose la question quelquefois qui compose cette académie. Alors il y a ce qu'on appelle les membres titulaires, 120 de nationalité française, mais il y a aussi 60 membres associés étrangers. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la volonté que cette académie soit ouverte sur l'étranger. Et il se fait qu'un Docian Cialos, il est membre de notre académie. Bon, il est nouveau président d'un groupe parlementaire européen, mais il a été aussi commissaire européen, comme vous le savez. Mais il y a d'autres membres. On a eu l'ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal, Papa Sek, etc. Un certain nombre de membres étrangers. On a aussi 180 membres correspondants. On commence souvent par être correspondant et on passe ensuite titulaire quand on est nationalité française. Même chose pour les membres associés, correspondants, qui font 60 membres. Alors, quelqu'un qui est très occupé, bon, on a une Marion Guillou qui, comme vous savez, est très occupée. Bon, elle est en congé. Elle a beau être membre titulaire, là, elle est en congé pour la demande qu'elle a faite, parce qu'elle ne peut pas être disponible pour l'académie. Il y a aussi été institué un âge limite. C'était de 80 ans et encore 6 ans, et aujourd'hui 75 ans. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que deviennent ces têtes blanches ou têtes un peu dégarnies? Ils peuvent être encore titulaires, pas titulaires, pardon, honoraires ou émérites, selon qu'ils aient été ou correspondants ou titulaires, pour dire que pour eux, la vie peut continuer. On est élu par l'ensemble des académiciens titulaires et émérites d'ailleurs, et leur nomination fait l'objet d'une inscription au journal officiel, et la fonction académicien, je vous le dis tout de suite, elle est purement bénévole, y compris pour les membres du bureau, bien sûr. Je ne vais pas insister sur ce diagramme qui est un peu complexe, mais c'était surtout pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'organes de gouvernance, comme toute académie, un bureau, et vous en avez l'image sur cette photo, avec tous les ans, il y a un président, il est annuel. Bertrand Hervieux était l'ancien président, donc il est, en fait, on commence par être vice-président, première année, deuxième année président, et troisième année, on passe président ou ancien président. Donc ça, c'est pour le renouvellement des présidents. C'est la même chose pour le vice-secrétaire ou la vice-secrétaire, le vice-trésorier, qui sont Dominique Parent-Massin et Daniel-Éric Marchand, qui eux sont aussi annuels. Et puis il y a 2 perpétuels. Non, ça fait toujours très bien, c'est une carte de visite, bien sûr. Alors le perpétuel, en fait, il assure un peu une certaine pérennité. Et quand il est élu, là aussi, jusqu'à ce qu'il atteigne la fin d'année de ses 75 ans. Donc on est perpétuel, à moins qu'on démissionne, à moins que, bien sûr, on peut décéder aussi.
ce qui peut arriver. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été élu l'an dernier et j'ai un bail de 5 ans, ce qui veut dire que j'atteins mes 71 ans. Voilà pour ce qui veut dire aussi qu'entre parenthèses, ça fait que 6 ans que j'ai quitté le ministère de l'Agriculture, dans lequel j'ai servi 43 ans. Donc un ministère que je connais bien, pour en avoir été aussi le gestionnaire des personnels, et un certain nombre d'entre vous que je connais. Et d'ailleurs, il y a une photo que j'utilise toujours parce que vous avez un photographe aussi sublime qui m'a fait une très belle photo, donc merci à lui. Et puis un trésorier perpétuel qui est Patrick Olivier. Oh, pardon. Bureau, il y a aussi une commission académique. La commission académique, en gros, c'est ceux qui donnent les orientations. Le bureau est l'exécutif, orientation en termes de recrutement, orientation en termes d'action, orientation en termes de communication. C'est la commission académique qui est l'organe qui donne les orientations. La commission des programmes est là pour organiser, j'y reviendrai, les séances. On a une séance hebdomadaire dans votre lieu, des colloques, et la commission des finances, bien sûr, parce qu'il faut faire vivre aussi cette académie. Mission principale, parce qu'on se dit, mais à quoi ils servent ces gens qui ont été, qui ont peut-être encore envie d'être, c'est de conduire des réflexions de nature scientifique, technique, économique, juridique, sociale, culturelle, sur le moyen et long terme, dans les domaines, je vous ai dit tout à l'heure, agriculture, mais aussi alimentation et environnement, et c'est de contribuer ainsi à éclairer les citoyens et les décideurs pour préparer ou accompagner les évolutions. On y reviendra. Des thèmes de travail qui sont très variés. On a à la fois des sections. Dans les sections, c'est un travail où on est recruté production végétale, on est recruté production animale, on est recruté sciences humaines, on est recruté agrofourniture, environnement, on est recruté alimentation. Mais on a depuis un certain nombre d'années incité et vraiment, appuyé tout le travail intersection, voire interacadémie, pour aborder des sujets qui sont parfois variés. On a un groupe de travail transversal sur l'agriculture, eau, climat et politique publique. L'agroécologie ne peut pas s'entendre uniquement sol, uniquement production végétale, c'est systémique, c'est aussi de l'économie, c'est aussi la biodiversité, c'est l'environnement, c'est consommation de la viande. Consommation de la viande, on voit que c'est une interrogation avec ses implications à la fois sur ceux qui produisent, mais aussi ceux qui animent les territoires, sont présents dans les territoires, voire parfois sur des équilibres, sur y compris les alpages, comment peuvent survivre un certain nombre de territoires. C'est également consommation de viande, s'apercevoir que, bah oui, on a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les volailles, aujourd'hui, c'est supérieur à toutes les autres viandes. Donc, c'est aussi des évolutions dans nos propres consommations. Développement des agricultures africaines. Bon, on a un certain nombre à la fois de personnes, bien sûr, étrangères, je vous ai dit, mais aussi des actions qui sont menées avec un groupement interacadémique qu'on appelle le GIDE, groupement interacadémique pour le développement, qui a pour vraiment ambassadrice quelqu'un qui est ambassadeur, ancienne secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui est ambassadeur officiel de la France, justement pour tout le développement international des sciences. Bon, avec le développement des agricultures africaines, nous sommes allés l'an dernier au Sénégal sur ces problématiques, comment, et l'année d'avant au Maroc,
comment faire que dans ces agricultures africaines, on soit plutôt à retenir les populations et à développer, faire que les développements soient davantage auto-centrés pour éviter aussi les personnes qui ont plutôt envie de partir d'abord dans les villes et puis ensuite dans d'autres pays. Politique agricole commune, bon, on sait qu'on est au milieu du gué, d'une réforme, et comment, ça c'est M. Bazin, qui est ancien prof de l'agro, qui en est président, l'animateur. C'est également les nouvelles biotechnologies. On sait qu'il y a un certain nombre de critiques sur l'utilisation des biotechnologies, donc comment ces biotechnologies sont utilisées, comment elles sont appliquées et comment elles peuvent assurer un développement tout en respectant bien sûr un certain nombre d'éthiques. C'est être agriculteur, alors je vois qu'il y a un Z en trop là, être agriculteur autrement. Bon, pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une diversité d'agriculture, une agriculture urbaine, une agriculture qui est davantage orientée sur la proximité, la vente de proximité, les AMAP. On a comment tout ça coexiste et comment être agriculteur autrement. Un groupe réécriture du génome, éthique et acceptabilité sociale. Pourquoi? Alors ça, c'est un groupe qui est animé par Paul Vial et Bertrand Hervieux, qui ont été tous les deux l'un directeur général, l'autre président de l'INRA. Comment aujourd'hui tout ce qui a été OGM d'un côté, CRISPR, Cas9 aujourd'hui davantage, c'est comment on travaille dans le génome et non pas amener d'un génome à un autre. Comment cette réécriture du génome, qui, quand je vous dis le blé dans le monde, aujourd'hui, quand vous regardez le blé dans le monde, il y a 14 millions de modifications génomiques naturelles. Comment un élément de base d'un endroit va à un autre, etc. Ça se fait naturellement. Et dans les techniques actuelles, c'est au contraire, c'est de voir quel est, on peut le faire pour utiliser des qualités intra-espèces pour améliorer les résistances, pour améliorer les capacités de mobiliser davantage le sol que les produits amenés. C'est aussi mieux résister et éviter les problèmes d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, sol. Alors, le sol, ils ont fini leurs travaux l'an dernier, cette année, avec 3 ouvrages publiés. Transition alimentaire. Alors, transition alimentaire, ça rejoint un peu consommation viande tout à l'heure. C'est quels sont ceux qui ont entre 20 et 30 ans là? Levez le doigt. Voilà, ce que vous consommez aujourd'hui, à peu près, votre menu, votre manière dont vous travaillez, vous mangez, pardon, c'est ce que vous allez être à 60-70 ans. Enfin, je veux dire par là qu'on imprime notre modèle de consommation, et que ça veut dire que dans votre manière dont vous consommez, elle va avoir une répercussion sur qu'est-ce qu'il faut pourrir demain, comment il faut y répondre. Et ça pose en même temps la question des territoires, sur quel territoire, quelle production, et donc voilà, comment se font ces transitions alimentaires et qu'est-ce que ça imprime au niveau de capacité productive. Antibiorésistance, là c'est un groupe de travail qui est interacadémique. Nous sommes 6 académies sur cette thématique. Académie des sciences, Académie de médecine, Académie pharmacie, Académie vétérinaire et Académie des technologies. Pourquoi être à 6? C'est qu'on voit bien que sur ce problème d'antibiorésistance, ce n'est pas qu'un problème agriculture, ce n'est pas qu'un problème de l'animal, ce n'est pas un problème
c'est aussi un problème humain, c'est aussi comment entre l'humain et l'animal, c'est comment entre l'humain et l'animal et les rejets éventuels, les effluents, c'est comment voilà, on peut gérer cette antibiorésistance avec, d'ailleurs ça a donné lieu à un avis récent, et la ministre Buzyn nous a répondu en reprenant un certain nombre de recommandations que nous avons pu lui faire sur ces problèmes d'antibiorésistance. Alors, toutes nos sources d'acquisition de connaissances, bien sûr, on s'appuie sur les contacts avec les ministères, avec vos propres directions générales, avec les établissements publics, avec les organisations professionnelles, les entreprises, les visites de terrain. Nous étions avant-hier sur le site d'Atis-Mons, qui est un site de 50 hectares des usines Bonduelle, qui est l'un des 3 sites Bonduelle. Là aussi, quelles questions il se pose, comment il voit, comment il se voit aussi, comme dans le futur, comment le végétal dans le futur, comment vous consommez, quelle qualité d'aliments, comment il se prépare à la fois sur la petite boîte que vous connaissez, mais le surgelé aussi que vous connaissez, mais également des produits traiteurs. Donc on voit bien que comment dans cette chaîne de l'alimentation, ils essaient de répondre à la demande, à vos attentes, à la qualité des produits. Voilà sur des thèmes d'actualité variés qui sont inscrits dans nos travaux. Je vais peut-être donner la parole à Jean-Louis. Là, tu prends le relais sur comment on travaille, encourage et récompensons. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il fait chaud. Donc, parmi les vocations de l'Académie, il y en a une qui est assez ancienne, qui est même à l'origine de l'Académie, c'est de récompenser les gens qui méritent d'être montrés un exemple. Alors, autrefois, l'Académie récompensait surtout des agriculteurs méritants, des agriculteurs que l'on agitait pour montrer la voie aux autres. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans des registres sensiblement différents. Donc, on distribue chaque année un certain nombre de récompenses. Les médailles d'or de l'Académie, qui récompense une personne dont l'activité a été remarquable dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation ou de l'environnement. Nous récompensons aussi un certain nombre de gens sur la base de prix qui sont fondés sur des legs. Le prix du Frénois, le prix Clément Jacquiot, etc., ce sont le trophée Jean-Paul Landy, sont des récompenses que l'on donne à partir de fonds qui nous ont été confiés pour que chaque année, on puisse, ou tous les 3 ans pour certains prix, récompenser des personnes qui, dans un certain domaine, ont exercé une activité remarquable et utile à la société. Donc ces prix, la plupart du temps, sont remis dans le cadre de la séance solennelle que nous organisons chaque année au mois de septembre, qui est pour nous un petit peu la séance de rentrée. Donc on accueille à cette occasion un certain nombre de personnes que l'on veut distinguer, mais certains prix, vous voyez, il y a le trophée Pierre Dellenbach, qui est un trophée lié au machinisme, qui sera remis cette année à la foire de Châlons en Champagne. Parce qu'on se dit, bon, on va sortir ça de la région parisienne, on va essayer d'attirer les personnes récompensées en province, de manière à ce que le prix soit bien perçu par leur milieu professionnel. Donc ça fait partie des traditions et nous l'exerçons très volontiers avec beaucoup de bonheur. On peut peut-être ajouter un prix qu'on a institué il y a 3 ans, qui est le prix de l'information scientifique. En fait, comment on s'est positionné. Bon, on est tous soumis à des informations de ci, de là, qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, on y reviendra. Et le prix d'information scientifique qu'on a voulu instituer, c'était non pas de dire il y en a qui ne font pas bien, les journalistes sont libres, mais c'est plutôt de reconnaître ceux qui donnent une information scientifique vers le grand public qui nous paraissent être équilibrés du point de vue argumentation et basés sur des éléments scientifiques. 2 ans, on a remis le premier au Salon de l'Agriculture il y a 2 ans, et l'an dernier, cette année, il y a 2 ans, en 2018,
Et cette année 2019, nous l'avons remis lors de notre colloque. On a fait l'état de l'agriculture, des agriculteurs face au changement. Et c'est Jean Jouzel, prix Nobel, mais qui est aussi membre de notre académie, qui a remis ce prix. Voilà, merci Constant pour le complément. Donc il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis des années, c'est la relation que l'académie, donc des personnes un peu chenues, n'est-ce pas, peuvent avoir avec des gens beaucoup plus jeunes. Et il y a quelques années, on a développé un groupe de travail qui fonctionne encore pour essayer de mieux associer les travaux de l'académie avec les préoccupations des enseignants, et notamment de l'enseignement agricole. Donc nous avons des liens avec la plupart des grandes écoles. Certains membres de ces grandes écoles, que ce soit des enseignants ou des cadres administratifs, sont aussi membres de l'académie, ce qui nous facilite la vie. Et on essaie de faire en sorte que les productions que nous pouvons avoir puissent arriver aux enseignants ou aux étudiants qui en auraient besoin. De même, on essaie de récupérer les attentes des étudiants pour se dire que dans tel domaine, il faudrait faire quelque chose parce qu'il y a un besoin. Alors, cette relation avec les étudiants, pour nous, est quelque chose d'assez important. Hein. Ça nous maintient un petit peu dans l'actualité et ça nous projette dans le futur aussi. Cela dit, on essaie de favoriser les travaux d'organisations extérieures à l'académie qui se proposent de communiquer vers l'enseignement agricole ou vers le monde étudiant en général. Donc chaque année, nous favorisons l'accouchement, si j'ose dire, d'un certain nombre de concours qui sont destinés aux étudiants. Vous avez le concours Make It Agri, par exemple, qui a été organisé par tout un tas par la Fondation Avril, mais il y a aussi Terrinovia, là-dedans, Céréales, Arvalis, Crédit Agricole. Ce concours qui est destiné aux étudiants pour la conception d'outils de la décision est géré par l'académie. C'est-à-dire nous avons des gens qui étudient la valeur des projets, qui disent que ce projet-là mérite plus que d'autres d'obtenir le premier, le deuxième ou le troisième prix. Et nous recevons les gens, en général, dans cette salle, lors de la remise des prix. Donc ça permet de booster un certain nombre d'idées, un certain nombre de nouveaux principes dont nous aurions bien été incapables d'être la genèse, mais que l'on peut encourager de par notre antériorité. Alors je voulais aussi vous parler de cela en particulier, parce que bon, il y a une partie du travail qui est fait par notre ami Philippe, qui me complète, qui vous recevra tout à l'heure à la bibliothèque, mais au niveau de la communication vers le public le plus large. L'Académie, depuis toujours, communique sur la base de ses séances hebdomadaires. La séance hebdomadaire chez nous se tient tous les mercredis après-midi, hormis vacances scolaires de la région parisienne et jours fériés, bien sûr. Cela dit, tous les mercredis après-midi, cette salle est ouverte au public avec un thème particulier qui est affiché sur Internet et à l'extérieur, et vient qui veut. Alors, quelques agriculteurs, quelques journalistes, quelques kidam, quelques curieux, des académiciens, bien sûr, des gens d'autres académies, des ONG, vient qui veut. Donc cette salle est parfois complètement pleine. Il y a 15 jours, on mettait les gens dans le couloir parce qu'on n'avait plus la place, il y avait trop de monde. Mais si vous voulez, la séance hebdomadaire pour nous est un peu le fondement de notre activité. Ça fait partie de la commission des programmes dont parlait Constant Lecoeur tout à l'heure. On décide chaque année des sujets dont on va parler. Et lors de la séance hebdomadaire, nous invitons à cette tribune des gens qui sont les experts qu'on a pointés comme étant les plus pertinents sur le sujet dont on veut parler. Donc les gens viennent à la tribune, on a fait une réunion sur le climat là, récemment qui était assez chouette. Les gens viennent, donnent leur point de vue en 20 minutes. Ils ont 20 minutes. Ensuite, on met la lumière rouge et on leur dit stop. Et il y a 3 intervenants sur le sujet du jour. 3 intervenants différents, spécialisés, reconnus dans son domaine. Et ensuite, la parole est à la salle. Donc on a 1 heure de discussion, avec des questions qui sont parfois intelligentes, parfois bébêtes, mais bon, on prend tout et on discute. Et ensuite, une conclusion. Mais si vous voulez, la séance hebdomadaire, ça permet de transférer de l'information dans tous les sens, et l'information de la salle est parfois aussi importante que celle qui descend de la tribune, ce qui est intéressant. Donc tous les mercredis, c'est public et c'est gratuit, et on ne le répète jamais assez. Voilà. Vous pouvez aussi suivre ces séances en direct, puisqu'elles sont transmises en direct
Donc il y a des écoles qui les écoutent en direct, en font même parfois leurs outils de travail, mais aussi d'autres personnes. Et on peut les avoir aussi en podcast, en différé, soit sur le site de l'Académie, soit sur la chaîne YouTube. On met systématiquement nos séances sur YouTube et à partir de septembre, on va même les séquencer par intervenant. Voilà, ça facilite le travail des enseignants en général. Alors, il y a ensuite toute la partie écrite de l'Académie, ça c'est la tradition. Alors, il y a les avis de l'Académie. Je vous assure, on n'en fait pas beaucoup parce que c'est un travail qui est très long. Il faut procéder à un vote, ensuite il faut retoucher un texte, c'est très long. On n'en fait pas beaucoup. On fait des notes académiques. Alors les notes académiques, ce sont des articles scientifiques en fait. Cela dit, on s'est constitué avec un comité de lecture dont on ne connaît pas, nous, si vous faites une note en tant qu'académicien, vous ne savez pas qui va vous juger. Et en général, les gens qui vous jugent sont extérieurs à l'académie. Donc faire une note académique, ça prend à peu près 1 an. Mais on le fait volontiers, donc c'est des papiers de 8-10 pages qui sont bien bordés avec une belle bibliographie qui peuvent être utiles. On fait aussi des articles, ça on en fait chaque année des dizaines, et ces articles, chacun met sa matière, on le met sur notre site, c'est open, c'est ouvert. On fait des ouvrages, alors on a même créé une collection en relation avec les presses des mines, et on édite en général en moyenne 3 ouvrages aux presses des mines chaque année. Vous en verrez des exemplaires en salle de bibliothèque tout de suite. Cela dit, l'Académie produit environ entre 10 et 12 ouvrages chaque année. Alors bien sûr, ça ne va pas qu'aux presses des mines, ça va dans les différentes maisons d'édition, notamment chez Coé. Il y a l'encyclopédie, ça je voudrais vous en dire un mot parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Constant, tout à l'heure, signalait que communiquer vers le grand public, c'est communiquer vers un milieu qui de nos jours est assez perturbé. Vous en avez sans doute de nombreux échos, parce qu'il y a des informations vraies, parfois un peu rébarbatives, il y a des informations alarmistes, ça il y en a beaucoup. Alors ça c'est moins rébarbatif, parce que souvent ça fait peur, mais on a à gérer, à communiquer vers un grand public qui est en général assez perturbé sur toutes les notions qui touchent à la science et à l'agriculture. Donc l'encyclopédie, pour nous, c'est un petit peu ça. Dans l'encyclopédie, si vous allez sur notre site internet, vous avez un gros carré vert au milieu, il est marqué encyclopédie en gros. Alors si on clique là-dessus, on arrive sur une boîte, vous avez plusieurs entrées. Dans l'encyclopédie, vous trouvez des choses comme ceci. Ce n'est pas ce qui est le plus important sans doute, mais ça existe, c'est nos vieux comptes rendus. Ça date de plusieurs siècles. On continue à le faire, mais non plus sous un format papier, qui intéressait de moins en moins de monde, parce que c'est relativement technique, mais on le met sur le site internet. Vous avez sur l'encyclopédie une chose qui a été créée il y a 2 ans seulement, ce sont les questions sûres. Alors, questions sûres, ça s'est venu d'une idée qui était la suivante. Nos collègues de la section 2, bois et forêt, alors c'est aussi l'agriculture, s'étaient beaucoup préoccupés il y a quelques années du fait que ce domaine-là était complètement inconnu du public. Lorsqu'on posait la question sur un micro-trottoir à un passant, essayez, vous verrez, ça marche très bien, et vous posez la question en disant « En France, est-ce que l'agriculture détruit la forêt ou est-ce que la forêt est en train de gagner l'espace ?» Et tout le monde vous dira « L'agriculture détruit la forêt ». Or, c'est exactement l'inverse. Alors, ces gens de la section 2, chez nous, ces académiciens, se sont dit « Il faut qu'on trouve une manière de communiquer qui soit honnête, équilibrée, lisible. » Et ils ont eu l'idée de poser eux-mêmes des questions et de créer pour chacune de ces questions un petit fascicule de réponses qui était argumenté, très lisible, c'est simple, hein, mais qui était réalisé par plusieurs personnes. Alors certains de ces petits livrets, il y a 10 personnes qui ont mis leurs pattes dessus. Donc ça fait des choses qui sont globalement assez équilibrées, faciles à lire, et on a vérifié au salon, au SIA, que ça avait du succès. Les gens se précipitaient là-dessus, mais on ne savait pas que ça marchait aussi bien. Il y a une autre chose qu'on a mise sur notre encyclopédie, ce sont les repères. Les repères, ça part un peu de la même idée, c'est-à-dire on parle de choses sur lesquelles on n'a pas de base de connaissances solides. Alors, pour nous, un repère, c'est ça. C'est une série chiffrée qui, en général, soit large dans l'espace, une enquête mondiale, par exemple, une enquête européenne, soit longue dans le temps, c'est-à-dire c'est le même critère qui est évalué de la même manière sur une période de 10, 20, 30 ou 40 ans. Ça permet de mesurer les évolutions ou des différences de manière significative.
Donc on sort ces chiffres avec la permission de ceux qui les ont créés et on les associe à un petit commentaire. Donc on en a créé maintenant 55 de ces repères et on a l'intention de continuer parce qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on s'aperçoit que la connaissance n'est pas facilement accessible et nous pouvons faciliter la connaissance, en particulier au niveau des journalistes. On s'est aperçu que nos repères étaient récupérés par beaucoup de blogs et utilisés par des blogueurs, ce qui ne nous gêne pas, ils sont libres de leurs commentaires, mais les faits restent. Et l'image que nous projetons, c'est celle des faits. Pour nous, ça nous paraît très important. Enfin, je voulais vous signaler que cette encyclopédie a une dernière rubrique qui a fait un petit peu jaser ces derniers temps, parce qu'on s'est aperçu qu'un avis académique, ça prend du temps à monter, mais par contre, dans certains domaines, l'expertise chez nous porte sur 5-6 personnes, sur un point précis. Et beaucoup d'académiciens voulaient se saisir de cette expertise qui est rassemblée chez nous pour donner des points de vue sur, en fait, de fausses nouvelles qui traînent dans la nature. Donc on a créé ce truc-là, on en a créé dans l'année presque une dizaine. Certains ont été repris dans la presse, pas toujours de manière très sympathique pour nous, mais ça nous va très bien parce que les académiciens qui s'expriment en leur nom, mais ils s'expriment aussi sur la base d'une expérience professionnelle qui a parfois 10, 20, 30 ans. Donc ça a quand même une certaine valeur. C'est tout ça, et on l'a mis aussi dans l'encyclopédie en libre service. Enfin, en termes de communication, nous avons nos colloques, 3-6 par an, à Paris, en province, le prochain mois de novembre, si je ne m'abuse. Mais il y en aura un autre en janvier, un autre en février, et un autre en mars. Le premier même, c'est octobre, le 10 octobre, c'est sur le droit à l'alimentation. Et c'est un colloque qui sera en partenariat avec le Conseil national de l'alimentation, Guillaume Garot. Il sera, c'est Bertrand Hervieux et Guillaume Garot qui vont être un peu les chevaliers de ce colloque, droit à l'alimentation, y compris vis-à-vis des ONG, puisque c'est comment exercer un droit à l'alimentation. Et puis en janvier, il y en aura un qui sera sur One S, santé du végétal, qui sera à la Cité internationale et qui sera relativement important, ouvert, sachant que l'année 2020 est une année internationale sur la santé des végétaux, santé du végétal, je crois d'ailleurs. Voilà, donc tous ces colloques-là, dès qu'ils prennent forme, on les met sur notre site internet. Vous avez un mensuel électronique de l'Académie, qui est un outil de communication important parce qu'il touche 60 000 personnes. C'est-à-dire le mensuel, chaque mois, nous publions un mensuel avec 20-25 nouvelles, avec des renvois vers des articles, et on envoie ça à nos 60 000 contacts. Donc c'est quelque chose qui est assez lu, on a de très bons retours là-dessus. Et vous avez aussi la revue de l'Académie, vous en avez quelques exemplaires sur les présentoirs à l'entrée. Sachez que la revue de l'Académie, on est en train de la refondre complètement, et vous aurez un nouveau style de revue qui va prendre naissance au mois de septembre prochain. Enfin, je ne saurais, même si je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, vous signaler les différents outils de communication, un site internet qui a été entièrement rénové depuis 3 ans et qui est fort bien géré par Christine Ledoux, ici présente, et notre confrère Philippe. Vous avez tout le travail qui est fait sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été, ce travail-là est important, vous en connaissez le prix, mais c'est une manière de rendre l'Académie visible avec les moyens de communication modernes. C'est-à-dire, autant nos vieux comptes rendus n'avaient plus beaucoup de lecteurs, autant lorsqu'on va sur Twitter, sur Facebook, je veux dire, le public répond d'une manière différente. C'est dans l'air du temps. Les retransmissions vidéo, Constant nous l'a dit, et enfin, nous avons entrepris avec la Bibliothèque nationale de France de mettre en ligne tous nos anciens comptes rendus. Donc tout ce qui a été écrit dans cette maison depuis 1761, aujourd'hui est en ligne et accessible pour des étudiants, pour des historiens, pour qui les veut. Et pour nous-mêmes aussi, ça nous évite d'aller nous noircir les mains avec nos vieux bouquins. Mais tout cela va dans le sens de l'histoire, ce me semble. Oui. Est-ce que Philippe est là? Non? Là-haut? Ok. Constant, je vais te repasser la parole. Tu nous dis quelques mots sur le projet stratégique. Oui, tout ça pour dire que
on a vraiment souhaité valoriser les travaux de l'Académie. On a, j'y reviendrai, une ambition de transmettre. C'est pas l'Académie, les gens qui se font plaisir entre eux, qui échangent entre eux parce qu'ils ont une histoire commune ou pas, parfois des combats entre eux. C'est vraiment l'idée de transmettre. On vit pour que la connaissance soit la plus abordée possible. C'est l'un des 5 défis de notre projet stratégique. La délégation communication a été confiée à Philippe Kimbombel, que vous connaissez, et on se repose pleinement sur lui et sur son adjointe Christine, que le président a cité tout à l'heure, avec des actions sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'elles ont été citées. Bon, et puis, on va vous faire découvrir notre fonds documentaire, qui est toujours plus exploitable. Bon, je sais que le ministère de la Culture avait une bibliothèque qui est partie maintenant sous d'autres cieux, enfin d'autres cieux, des cieux normands, mais on a cette bibliothèque qui est ouverte à la consultation, avec des travaux qui visent à favoriser la bonne conservation des ouvrages. Bien sûr, on ne peut pas le faire sans mécènes, puisque 35 000 ouvrages qui sont du sous-sol au dernier étage, on ne peut pas les faire, bien sûr, vivre, les faire accéder sans qu'on ait des mécènes. Avec des relations suivies avec la Bibliothèque nationale de France et qu'une numérisation en cours de collections rares, voire uniques. Notre ouvrage le plus ancien, c'est 1512. Alors, on a tous en tête les 1515, donc voilà, 1512, c'est le premier ouvrage qui permet de comprendre, bien sûr, l'évolution de notre agriculture. Et on a un académicien qui est spécialisé pour le devenir de ce fonds, André Fougeroux, qui s'excuse, il ne pourra pas être des nôtres tout à l'heure. Alors, c'est pourquoi aussi, dans notre idée que l'Académie soit à la fois cette vieille dame, et d'une dame peut-être respectable et respectée, c'est de pouvoir aussi participer à tout ce qui est action d'événements. Les journées patrimoine depuis 3 ans. Le salon de l'agriculture, nous y sommes depuis 3 ans aussi. Que 60 académiciens viennent au salon, dialoguer, mener ce qu'on appelle les dialogues intergénérationnels, mais aussi s'ouvrir à Gris de Main, Siècle Vert, les jeunes agriculteurs. On a eu droit à 2 séquences sur le stand du ministère cette année, donc on remercie notre DICOM de l'avoir facilité. C'est de montrer que, voilà, à travers les événements, le dialogue intergénérationnel, on avait à l'époque, l'an dernier, enfin cette année, 2019, montré notamment les travaux des doctorants, puisqu'on remet une médaille d'argent à 10 doctorants par an. Nous en avons reçu 63 en liaison avec toutes les écoles doctorales, et parmi ces 63, 48 ont été plus particulièrement étudiés par nos académiciens et 10 récompensés. C'est dire que ces 10 sont pour nous ce qui apporte à la science, ce qui est reconnu, et que ces jeunes sont à la fois contents d'être honorés par l'Académie, et nous, heureux de pouvoir être proches de ces écoles doctorales. Il faut que vous sachiez qu'en gros 40% de la connaissance scientifique, aujourd'hui, ce sont les jeunes doctorants qui la produisent en France. Donc être proche des jeunes doctorants, c'est aussi proche de la science en train de se développer, comme l'espace interstellaire se développe. Nous sommes dans cette expansion de la connaissance, comme on a l'expansion de l'univers. C'est aussi pour la première année la foire de Châlons, et puis l'année 2019, c'est l'année Olivier de Serres, qu'on a inauguré avec le printemps au salon, avec l'été en juillet au Pradel, ceux qui connaissent bien sûr le Pradel. L'automne, Bertrand Hervieux va intervenir lui-même dans cet automne. Et puis cet hiver, nous aurons une séance ici
pour clôturer Olivier de Serres. Olivier de Serres, ceux qui ont pris leur café, c'est la statue qui est juste en face, le café, le grand monsieur avec une charrue, à ses pieds. Voilà. Donc voilà pour cette idée que nous participions à toutes les actions possibles, et bien sûr on peut le faire aussi en partenariat, ça fait partie également de ce qu'on va faire. Je vais expliquer d'ailleurs. Dans notre projet stratégique, on a souhaité, en tant qu'académie, mettre en place un projet stratégique 2019-2024 avec 5 défis. Le premier défi, c'est être à l'écoute. On voit bien qu'on a été davantage dans une stratégie de l'offre. On offre des séances, on offre des ouvrages, on offre des notes, on offre des colloques, on offre, y compris l'encyclopédie. Stratégie de l'offre. Si on veut être plus proche de la société, il faut être dans une stratégie de l'écoute. Et c'est pourquoi on est allé notamment auditionner un certain nombre d'acteurs, comme votre délégué communication, d'acteurs comme l'ensemble des directeurs de centrales, mais aussi des organisations professionnelles, mais aussi des autres ministères, mais aussi les ONG. C'est comment l'académie doit répondre encore mieux à l'écoute, à cette diversité des expressions. On voit bien que, je ne dis pas qu'on développe un communautarisme, mais qu'on est dans des pensées quand même pas uniques, des pensées qui sont dispersées. C'est mener des travaux en transversalité. Quand on fait une séance, on souhaite qu'elle soit interdisciplinaire. On ne voit plus un objet comme la forêt autour de la forêt, hein, mais quand on parle, est-ce que les plantes communiquent? Est-ce que les plantes communiquent? Parce qu'il y a eu un ouvrage sur les arbres communiquent. Bon, c'est comment aujourd'hui les plantes, voilà, quels sont les mécanismes scientifiques qui font qu'il y a effectivement, et à quoi ça peut servir, à la fois en alerte, à la fois comment réagir à des situations, et comment il y a des symbioses entre des champignons, des virus, etc. Et qu'une racine, c'est plein de radicelles, etc. Mais quand vous voyez autour de ces racines, c'est plein de micro-organismes, eux, ils savent faire du partenariat. Et comment ce partenariat, il permet aussi de faire qu'une plante elle va chercher dans le sol ce qu'elle ne peut pas chercher elle-même, elle le fait faire par des satellites. Donc c'est une forme de vie qu'il faut qu'on voit également. Donc tout ce travail en transversalité, nous essayons de le développer. S'ouvrir à des partenariats, je vous ai parlé CNA tout à l'heure, on est en partenaire, on a une convention avec le CNA, comme avec la GRID, comme avec l'AFJA, comme avec le CIRPA. Le ministère est en train de préparer une convention d'ailleurs, puisque le ministère nous octroie quelques moyens, et donc pour aussi officialiser ces liaisons, on aura une convention avec le ministère. Valoriser nos travaux, on y a beaucoup insisté. Et bien sûr, le dernier point, c'est comment assurer la pérennité patrimoniale, financière de cet établissement particulier qu'est l'Académie d'agriculture. Avec en résumé, ce que je vous ai dit, c'est vous êtes bien dans un lieu où la connaissance est notre passion, et dans un lieu où vous avez vu aussi que communiquer, transmettre, c'est bien notre ambition. La connaissance, ce n'est pas la connaissance pour soi, c'est la connaissance pour les autres. Et c'est pourquoi on a adopté il y a 3 ans, parce que c'était au Salon Agriculture, il y avait passion et ambition. Et on a à l'époque pris passion connaître et ambition transmettre. Voilà. Eh bien écoutez, là c'était des jeunes du concours des Je filme le métier qui me plaît. Alors c'est un concours qui est organisé avec le Crédit Mutuel, mais aujourd'hui c'est un concours, celui-là était sur le thème agriculture et territoire, et il y avait divers thèmes. Et tous ces jeunes qui ont été sélectionnés, là c'est 3 classes qui avaient été sélectionnées, et ces 3 classes ont participé au Grand Rex avec 2000 autres jeunes. Et parmi ces 3 classes,
il y a une classe qui a obtenu ce qu'ils appellent le prix Diamant. Le prix Diamant, c'était dans les 2 prix. Et ils avaient pris comme tel le métier de demain, l'apiculteur, mais l'apiculteur éleveur d'abeilles. Avec un apiculteur, il y a 1000 baies qui se détruisent par jour. Comment avoir au moins 1000 abeilles en élevage pour maintenir le cheptel d'abeilles. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pertes d'abeilles? Et ils avaient fait, les jeunes, en quelques minutes, vraiment une analyse multifactorielle de quelles sont les causes de ces pertes d'abeilles. Et ils l'ont fait avec une scénographie vraiment qui était très belle. Ça commençait un peu, des abeilles habillées en jaune, vous voyez, c'était un peu les gilets jaunes. Arrêtons les phytosanitaires, arrêtons, etc. Et c'était terminant par vraiment un espoir aussi pour que la biodiversité soit là. Mais écoutez, merci à vous d'être venus, merci de votre écoute, et on va continuer d'abord peut-être dans l'échange. Peut-être que ce n'était pas ça que vous attendiez, l'académie, c'est des vieilles plein de rides, des cheveux blancs. Allez, à vous, Laurence. Alors d'abord, un très très grand merci pour cette matinée. Je pense que la plupart d'entre nous n'avaient jamais mis les pieds dans l'Académie d'agriculture. Donc c'est vraiment un projet qu'on a construit ensemble, aussi grâce à Alain qui s'est impliqué dans cet échange. Donc merci de nous accueillir. Moi ce que je constate, c'est qu'on est dans un lieu très ancien et à la fois très moderne, puisque vous avez pris tous les sujets qui sont en fait les sujets de l'agriculture. C'est une activité, c'est la plus ancienne activité humaine. Et en même temps, c'est une activité qui déborde sur tous les sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'alimentation, l'environnement. Et donc ces choses-là, vous les avez vues, vous les avez anticipées, et vous travaillez dessus, et donc vous êtes vraiment au cœur des problématiques, et ça c'est très utile, et de aussi montrer l'ouverture sur le monde de tous ces sujets. On n'est pas... Il n'y a pas l'agriculture, ça n'appartient pas aux agriculteurs, ça appartient à tous. Et donc cette faculté d'anticiper, de réfléchir aux problématiques, c'est essentiel aujourd'hui dans le débat public. Et puis enfin, je voulais vous féliciter pour la qualité de votre communication, puisque vous êtes aussi dans la modernité. Vous fonctionnez en réseau, vous fonctionnez en animation de communauté, vous fonctionnez avec des capillarités et donc ça, c'est à la fois de l'ingénierie agricole et de l'ingénierie digitale, ça se rencontre aussi de façon tout à fait bienvenue. Donc merci, je vois que vous êtes aussi sur Instagram, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, c'est bien, vous êtes dans votre temps en fait. Merci. Merci à vous. Je vous félicite, Laurence, Béatrice et bien sûr Alain, parce que je suis quand même surpris que vous ayez mobilisé autant d'agents de votre délégation pour venir nous rencontrer. Alors quand vous dites c'est très bien, et on a vu aussi qu'on prenait des risques, c'est-à-dire que c'est pas aussi simple. La communication, on l'a vu encore récemment avec Mediapart, on l'a vu avec Charlie, on le voit avec Cache Investigation, bon, c'est certain que se mettant dans un objectif de communiquer et de donner nos propres avis à partir des faits, nous expose pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les faits. Et c'est là que je pense qu'on peut rendre service, d'abord au ministère, qui parfois ne peut pas répondre directement, que l'Académie peut être en complément, de même qu'on peut relayer des informations que vous portez. Voilà, donc c'est comme ça aussi qu'il faut, comme vous dites, communauté,
comment on peut réagir, comment on peut s'auto-nourrir mutuellement. Et je pense que voilà, on a une richesse, tous, et comment cette richesse, voilà, il faut qu'on trouve des coopérations, des liens qui fassent que tout le monde en profite. Voilà, c'est vraiment l'objet, et je suis assez satisfait que vous ayez eu la démarche de venir vers nous, comme on a eu la démarche d'aller vers vous. Et puis, il me semble qu'il voilà, faut qu'on recherche encore comment pouvoir encore améliorer peut-être de ce type de coaction. Il y a peut-être quelques questions que certains d'entre vous aimeraient poser, parce que bon, il y a une question qu'on a résolue nous-mêmes sur les diapos, parce qu'on s'est rendu compte, nous avons de nombreux visiteurs qui viennent à l'occasion d'événements divers et variés. Il y a une question qu'on nous posait sans arrêt, c'est combien ça rapporte d'être académicien. Du coup, on a mis sur la diapo, c'est une tâche bénévole. Comme ça, ce genre de questions disparaît. Mais une question qu'on nous pose souvent, je voudrais quand même y répondre, parce que peut-être l'auriez-vous posé, mais vos questions sont les bienvenues. C'est comment rentre-t-on à l'Académie d'agriculture? Alors, ce n'est pas mystérieux, ça l'est jusqu'au jour où vous êtes au fait de ce genre de choses. Il y a souvent une forme de cooptation, c'est-à-dire Constant vous a expliqué que nous sommes divisés en 10 sections. Chacune de ces sections s'occupe d'un monde particulier, production végétale, production animale, bois, forêt. Il y a des sections qui se consacrent à l'environnement, d'autres à la génétique, d'autres à l'agrofourniture, d'autres à l'économie. Ces sections ont un nombre fini de membres. Et de temps en temps, malheureusement, pour des raisons naturelles, un poste devient vacant. Et lorsque ce poste devient vacant, les gens de la section se réunissent en disant « Bon, on sait sur quel sujet on est censé travailler, on essaie de travailler en intersection, donc on s'intéresse aussi aux problèmes des autres, mais le siège qui est vacant chez nous, qui dans le milieu que l'on connaît, vaste public, pourrait être intéressant? Qui doit-on contacter pour savoir si l'Académie l'intéresse ?» Et ça fonctionne souvent comme cela. Donc les gens sont contactés, certains disent oui, certains disent non. Ceux qui disent oui, on leur dit ça vous engage à ça quand même, à assurer un minimum de présence et apporter votre concours intellectuel aux travaux de la maison. Et souvent on se retrouve avec 2, 3, 4 candidats pour un poste. Donc entre nous on choisit, on vote. Et on dit c'est celui-là qui nous paraît être le meilleur. Et ensuite c'est soumis à l'ensemble de l'Académie. Et à la fin de l'année, il y a une séance de vote sur toutes les candidatures. Et les gens sont recalés ou sélectionnés, souvent sélectionnés d'ailleurs. Cela dit, une deuxième manière de rentrer à l'Académie, je vous le dis parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, c'est il y a des candidatures spontanées. Nous recevons chaque année une quinzaine de candidatures spontanées, c'est-à-dire des gens qui sont à l'extérieur, qui s'intéressent au travail de la maison, qui ont un peu de temps devant eux, souvent ce sont des gens qui approchent de la retraite, et qui disent tiens, l'Académie, ça pourrait être un bon moyen de s'investir. Et ils nous envoient des courriers en disant nous sommes candidats. On reçoit tous ces courriers, on les examine et on dirige ces courriers vers les sections qui sont les plus habilitées à recevoir le type de candidat qui se présente. Et on agglomère tout cela et on fait comme pour les autres, on vote. Donc il y a des gens qui sont rentrés à l'Académie parce qu'ils ont envoyé un courrier en disant ça m'intéresse, et beaucoup d'autres qui sont rentrés parce qu'on a été les pêcher en quelque sorte à l'extérieur en disant il y a un poste, on aimerait que ce soit vous qui puissiez venir parce que vous êtes l'homme ou la femme idoine. Voilà, je voulais le traiter ce sujet-là parce qu'il est quand même assez bateau. Voilà, sachant que souvent, pardon, allez-y, question. Non. Si je puis répondre, l'Académie d'agriculture n'est pas une spécificité française. Alors, suivant les pays d'Europe, des fois les noms sont légèrement différents. Mais nous avons des équivalents en Italie, en Espagne, en Slovénie, en Ukraine, parfois avec des noms différents. Parfois, la fonction de l'Académie d'agriculture est une section de l'Académie des sciences locales aussi. Ça existe. Cela dit, nous avons un groupe de travail international qui est piloté par notre confrère Michel Thibier, qui a ravivé tout ce réseau
et qui a organisé plusieurs réunions dans différents pays d'Europe avec des représentants des autres académies. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui fonctionne de mieux en mieux et nous recevons assez régulièrement des confrères qui viennent de pays relativement exotiques, soit parce qu'ils sont candidats pour entrer comme membres étrangers de l'Académie d'agriculture de France, soit simplement parce qu'ils veulent apporter des concours. Nous avons reçu il y a 3 semaines un de nos confrères italiens qui disait « Je viens à Paris, je m'intéresse à tel sujet, je voudrais savoir si à l'Académie d'agriculture, il y a des gens qui s'y intéressent. » Donc on a réuni rapidement un petit staff de 5-6 personnes et on a passé pratiquement une demi-journée ensemble à débattre des problèmes italiens parce que ça nous intéresse aussi. On voyait ce qui se passait en Italie, on s'est dit peut-être que chez nous ça peut avoir des conséquences. Vous voyez, tout ça c'est très maillé, vous parliez de réseau tout à l'heure, c'est exactement ça. Mais on est vraiment dans une époque où on cherche à se projeter vers l'extérieur pour se saisir des problèmes français, européens, et essayer d'avancer avec les autres académies lorsque ça les intéresse. C'est l'Union européenne des académies d'agriculture qui existe structurellement avec un site internet et qui ont fait leur dernière réunion avec le commissaire européen à l'agriculture, même s'il va changer dans les temps proches. Donc il y a effectivement tout ce travail qui a été fait. Alors j'ajouterais peut-être ce qu'a dit à la fois, on a des conférences comme ça qui peuvent être sur un thème donné. Et maintenant, les conférences, on va les mettre aussi sur le site internet parce que ça peut être un intérêt pour d'autres. Mais par exemple, on a organisé une séance sur la PAC avec 4 confrères étrangers. L'un était Espagne, l'autre Italie, l'autre Hollande, et le dernier c'était roumain, Tassiam Sialos pour encore citer lui. Et c'était vraiment important de montrer quelles étaient les résonances de cette réforme, hein, et qu'on ne soit pas auto-centré franco-français. Pour nous c'est important, et comme ils ont fait leur travail de l'Union européenne, des académies d'agriculture, c'était justement comment porter au moins qu'est-ce qui pouvait être commun entre chacun des pays de... C'est pas seulement l'Union, hein, c'est essentiellement l'Union. Mais là, par exemple, dans les candidats futurs, on a le président de l'Académie lituanienne, qui devrait être membre associé de notre Académie. Alain, ma collègue a posé une question complémentaire, c'est le lien peut-être des anciens ministres avec notre académie, et nos anciens ou des français et leur rapport. Alors, avec les anciens ministres, Henri Nollet est membre de l'Académie. Michel Rocard n'a été que notre médaillé d'or. Mais c'est vrai qu'on pense aussi à leur présence. Dans les candidats futurs, il n'y a pas que les ministres, on a notamment un monsieur qui s'appelle Ledéo, qui était l'ancien président de l'Observatoire parlementaire, l'ex-président de l'Observatoire parlementaire au choix scientifique et technologique. Donc c'est aussi important d'avoir des relations avec à la fois les parlementaires, les ministres. Notre ancien ministre, M. Travers, lui a souhaité revenir à l'Académie pour qu'on se explique avec lui. Avec Didier Guillaume, il y a déjà des actions engagées avec lui. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on vient à l'Académie. On vient à l'Académie lorsqu'on a envie de travailler pour le monde agricole, les questions d'environnement, les questions d'alimentation. Et bien sûr, lorsqu'un ancien ministre nous dit « l'Académie m'intéresse », nous on est tout à fait partants parce qu'on a besoin de ce lien. On a besoin de ce lien avec des gens qui ont exercé des fonctions dans le monde politique, dans toute sa complexité, et qui nous aident, nous, à relativiser nos problèmes techniques. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, parce que beaucoup d'entre nous sont issus de la recherche ou de l'enseignement, on a souvent tendance à rester sur des problèmes techniques. Et vous savez très bien que dans le monde qui nous entoure, la technique est presque secondaire, c'est un arrière-plan.
Donc les politiques sont un très bon lien pour arriver à saisir cette complexité et on est ravis d'accueillir des élus lorsque les élus s'intéressent au travail de l'Académie. Et on a de quoi les employer. Mais il y a aussi des journalistes qui ont été reçus à l'Académie. Pour dire que l'éventail de métiers, l'idée principale, c'est quand même quelles sont les compétences qui vont s'ajouter dans une section. De quelles compétences on aurait besoin. Parfois, on aide aussi, du côté du bureau, à dire quand même, on a repéré des gens quand même, qui ont été pertinents, qui ont été sur tel thème. Eh ben, pourquoi dans la section un tel, vous ne le prenez pas? Il y a aussi un dialogue entre bureau et section sur les personnes. Et depuis cette année, on a un dialogue intersection dans la commission académique, justement, pour en amont, puisqu'en fait c'est une commission académique de septembre qui dit quelles sont les candidatures qu'on retient en commission académique. Donc dès fin mai, toutes les candidatures étaient connues, ont été mises sur le site avec leur CV, etc., de manière à ce qu'il y ait réellement un échange intersection, que ce ne soit pas que le choix purement section, mais qu'il y ait aussi un choix intersection. Alors pour dire quand même, il n'y a pas que des gens anciens, la plus jeune candidature de l'an dernier, avec 39 ans, a été élue. De l'académie, des personnalités qui demandent peut-être pas le technologie, c'est un autre académie, vous êtes des contacts. Alors avec l'académie, je vous ai cité 5 académies avec lesquelles on a le plus de contacts. Et l'idée, c'est même de créer un comité de liaison interacadémique de ces 6. Pourquoi? Parce que vous prenez le génome, vous prenez tout le travail génome. On voit bien que ce qui émerge, c'est d'abord tout autour du végétal. Pourquoi le végétal? Je crois que Monsanto n'a pas été pour rien. Avec Monsanto, les OGM, avec Monsanto, le glyphosate. Donc il y a quelque chose qui a émergé très très fortement dans la société civile autour des OGM et tout ce qui est génome végétal. Médecine, on entend moins parler. Et pourtant, il y a des choses qui se font, notamment par rapport à des maladies génétiques. Bon, et alors, si on reste dans notre précaré du végétal, on va être dans la guerre de tranchées. On va être à se défendre et peut-être pas avancer d'un centimètre, au contraire, peut-être reculer. Donc on a plutôt intérêt à en faire un thème qui aille au-delà de l'Académie de l'agriculture, vers le monde de la médecine, vers la science, vers les technologies, pour montrer que, attention, c'est voilà, comment on peut avoir une analyse qui soit multifacette et pas s'enfermer et être finalement, on est un rose sur le baudet, agriculture végétale, OGM, etc. Donc c'est vraiment essayer en termes d'académie d'avoir un point de vue assez large, donc par rapport, y compris philosophique. Alors je n'ai pas cité de sciences morales et sociales, je n'ai pas cité, ça n'interdit pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas privilégié. Par contre, il y a des personnes qui sont d'ordre philosophique, une section notamment qui est sciences humaines, dans laquelle des personnes qui ont plutôt ce point de vue sont. Voilà, je suis confus, mais il faut que nous respections à peu près l'horaire convenu. Je vous propose de continuer à débattre, mais pour cela, nous allons accompagner notre délégué à la communication, Philippe Kim-Bomblet, à la bibliothèque. Oui, merci. Alors je vous dis tout de suite que nous sommes très très reconnaissants à Philippe de tout le travail communication qu'il a pu développer depuis 3 années au sein de notre maison. Et vraiment merci à lui et à Christine, parce que c'est vraiment sur eux sur qui ça s'appuie. Je peux vous dire que quand j'ai proposé il y a 4 ans
qu'on parle de réseaux sociaux à l'intérieur de la maison, j'ai eu un quasi-refus de la présidente de l'époque, qui est ancienne syndicaliste de l'INRA, qui absolument pas voulait parler de réseaux sociaux dans la maison. Donc vous voyez, on part aussi quelquefois avec des pensées difficiles et comment les faire progresser, comment les faire ancrer, alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est banalisé, mais c'est quand même admis. Donc effectivement, on va monter tout de suite après la bibliothèque, hein, puisque c'est quand même le fleuron de la maison, c'est la bibliothèque, même si cette salle est très belle, mais la bibliothèque, vous allez voir, était encore mieux. Donc je vais vous présenter les 3-4 slides que normalement présente l'académicien qui est en charge de la bibliothèque, donc on l'a cité tout à l'heure, André Fougeroux, et sa collègue Marion Durand-Viel, qui sont tous les deux malheureusement pas disponibles aujourd'hui. Alors, ils ont l'habitude de toujours commencer à présenter la bibliothèque avec cette image un peu surprenante, parce qu'ils considèrent qu'ils sont des explorateurs de la bibliothèque, puisqu'en fait, comme l'a dit Constant, il y a 35 000 volumes à la bibliothèque, mais tous les ans, on trouve des pépites ou des merveilles, donc ils font vraiment un boulot d'explorateur du fond que malheureusement peu de personnes sont capables de dire ce qu'il contient. Alors, on va l'avoir tout à l'heure. Donc le fonds documentaire, oui, c'est 30 à 35 000 ouvrages. Donc 1512, justement, on l'a découvert tout à fait par hasard il y a 2 ans, hein, en cherchant dans des cartons. On a découvert un manuscrit de 1512, qui est un traité un peu de sorcellerie avec les plantes, comment bien utiliser les plantes pour envoyer pour faire du bien ou du mal à des amis. Voilà, donc c'était assez intéressant. Et puis évidemment, on a quelques pépites que vous verrez, puisque le documentaliste est venu préparer une expo pour vous spécialement, qu'on verra tout à l'heure. Alors là, on a juste mis le garçon qui a découvert le manuscrit de 1512, par hasard. Alors, dans le fonds documentaire, on a différents types de documents, hein, on l'a vu tout à l'heure, les vieux comptes rendus de l'Académie, donc depuis 1761, des ouvrages scientifiques, vous en verrez quelques échantillons, des dictionnaires, des ouvrages illustrés, des bandes dessinées, et puis des périodiques voilà, qui viennent régulièrement enrichir le fonds. Alors, parmi les pépites, on a beaucoup de gravures, alors des gravures animales ou des gravures végétales. Alors, on a mis ces deux-là, d'une part parce que là, vous pourrez voir que les anciens taureaux, avant sélection, quoi que disent certains, étaient quand même un petit peu méchants. Donc, on a tout un lot de gravures avec des races traditionnelles avant sélection. C'est pas que du rosa bonheur, c'est tout. Et puis, alors on vous a mis cette photo qui, somme toute, paraît bien anodine. Et en fait, c'est une de nos découvertes aussi dans le fond. Donc, ce sont des planches de Redouté. Redouté ayant été un illustrateur sous le Premier Empire, je crois, c'est ça. Et voilà. Et on a découvert donc qu'on avait 80 gravures de cet illustrateur. En fait, c'était donc des reproductions des cépages français de l'époque. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était un trésor. Et donc, nous avons dû mettre tout en place une procédure de sauvegarde de ce trésor qui est dans un coffre bancaire. Alors, je vous cite comme ça, à l'époque, sous le Premier Empire, il y avait dans chaque village le nom d'un cépage quelconque, et chacun avait son nom, pensait que c'était sa spécificité du village, etc. Chaptal, qui était le ministre de l'Intérieur de Napoléon Ier, a dit « Je réunis tous les cépages de France », il ne disait pas de Navarre, dans un jardin qui était le jardin de Luxembourg, qui était au nord, le jardin de Luxembourg allait un peu plus au sud actuel, hein, et c'est à partir de là que Redouté, alors peut-être que vous connaissez Redouté c'était celui aussi qui a fait tous les trucs à fleurs au château Malmaison, hein, donc c'était quelqu'un qui était très fin, très reconnu, et Redouté a été chargé par Chaptal de faire sur le velin ces gravures des cépages pour dire voilà, maintenant on a tel cépage reconnu, et ça existe qu'en pièces uniques. Voilà, et donc ces planches ont donné lieu à l'opération de crowdfunding à l'Académie. C'est une grande première aussi, donc on a lancé
un appel à fonds pour essayer de faire un ouvrage à partir de ces planches. Alors, les documents de l'Académie sont communication moderne, c'est ce que disent mes collègues. Donc, ils sont accessibles sur le site internet pour tout ce qui a été numérisé, hein, puisque, comme l'a dit Constant tout à l'heure, la numérisation a été faite par la BNF. Donc, les documents numérisés sont sur le site de la BNF, mais par l'intermédiaire du site internet de l'Académie, vous avez accès directement sur le fonds de l'Académie à la BNF. Et puis, à l'heure actuelle, donc, on est aussi en train, donc voilà, les liens. Donc, tous les liens sont sur notre site internet. Vous avez accès, voilà, par exemple, sur des vieux recueils comme ça. Alors le seul problème, je trouve, c'est que ce sont des PDF, donc c'est un peu des fois délicat à lire, mais voilà. Et puis il y a tout un travail donc, qui est fait à l'heure actuelle, donc par le nom que vous avez vu sur le slide, donc Marion Durand-Veil, qui est là depuis plus d'un an et demi maintenant, pour mettre en place un catalogue en ligne, cette fois-ci du fonds contemporain, c'est-à-dire des documents qu'on a ici. Donc on peut espérer que dans quelques années, la plupart des ouvrages qui sont ici seront consultables en ligne et on pourra prendre après rendez-vous pour venir vraiment travailler dessus. On a aujourd'hui 2000 ouvrages qui sont déjà sur cette possibilité en ligne, mais on attend d'avoir les 5000 à la fin de l'année pour avoir quelque chose quand même déjà suffisant pour pouvoir être consulté.